Monsieur Nicolas Souris. Juste pour vous dire effectivement que mon intervention aujourd'hui est à prendre par rapport à un double parcours, vous l'avez dit, un parcours professionnel. Moi, j'ai commencé à faire de l'EMI il y a très longtemps en tant que journaliste, et c'était plutôt une démarche de témoignage, plutôt qu'une rencontre à visée, comme on dit, factitive. Et puis 2018, c'est un tournant pour l'école de journalisme de Tours, puisqu'on crée un master de journalisme, donc Bac plus 4 et Bac plus 5, et on décide de mettre l'éducation aux médias et à l'information dans le cursus de ces jeunes journalistes que l'on aide finalement à apprendre le métier et à aller sur le circuit professionnel. 2022, on est un des 8 centres en France à pouvoir mettre en place la certification de compétences professionnelles sur l'EMI. Il n'y a que 2 écoles en France qui le font, c'est nos camarades de l'ESJ Lille et nous-mêmes. Et donc, c'est à la fois un regard de praticien et de chercheur que j'essaye d'avoir sur l'éducation aux médias et à l'information. J'avais juste mis deux citations, mais on va les zapper. Juste pour vous dire que c'est pas parce qu'on pratique l'EMI qu'on peut pas avoir un regard distancié sur l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est vrai que et le journaliste et le chercheur travaillent ensemble en quelque sorte dans une équipe de recherche dans laquelle moi aussi je travaille. Alors ce qui est intéressant, en tout cas ce qu'on essaye de mettre en place nous, c'est une partie des objectifs de l'EMI sous l'angle plutôt des publics ciblés. Et on voit finalement que dans les définitions que l'on a de l'éducation aux médias et à l'information en France, en tout cas depuis 40 ou 50 ans, on est passé d'une éducation par les médias à une éducation aux médias. Et on essaye de s'inscrire dans ces définitions-là depuis la circulaire René Haby de 1976 sur l'utilisation de la presse à l'école, je dirais les médias comme auxiliaires pédagogiques ou comme outils pédagogiques, à la déclaration de Grunewald que vous connaissez sûrement, qui est la déclaration faite par l'UNESCO où on voit que l'éducation aux médias doit préparer des citoyens, je reprends la déclaration de janvier 82, à l'exercice de leurs responsabilités. Donc on va au-delà uniquement d'une connaissance finalement de l'écosystème médiatique et de la fabrique de l'information. Une responsabilité, est-il écrit, partagée par l'école et la famille et qui doit permettre de favoriser l'émergence d'une conscience critique plus aiguë des auditeurs, des spectateurs et des lecteurs. C'est cette émergence d'une conscience critique plus aiguë qui nous guide, nous, aujourd'hui, dans nos ateliers d'éducation aux médias. D'autres définitions qui me semblent intéressantes, sur lesquelles je vais vite passer, c'est l'idée aussi, je reprends là Laurence Corroy, qui est une enseignante-chercheuse qui travaille beaucoup sur ces questions en France. Elle dit finalement que l'éducation aux médias et au numérique doit permettre, excusez l'anglicisme, l'empowerment. L'empouvoirment, je crois, est-ce qu'on dit ça, l'empouvoirment, pas sûr. On va garder le terme anglais alors, l'empowerment. L'idée, c'est de permettre à ceux qui bénéficient de cette éducation aux médias et à l'information d'être capables de développer des compétences qui va leur procurer une meilleure estime d'eux-mêmes. L'idée, c'est pas seulement, là encore, de plonger dans l'écosystème médiatique et dans la fabrique de l'info, mais se dire que par des pratiques médiatiques, on va pouvoir, en tant que bénéficiaire d'éducation aux médias et à l'information, travailler sur l'estime de soi et sur cette capacité que l'on peut avoir à finalement projeter des choses, construire un projet qui est un projet à la fois personnel, professionnel, enfin tout type de projet. On retrouve, et c'est pour ça que c'est intéressant cette définition de Laurence Corroy, on retrouve finalement les réflexions qui avaient été amorcées pendant la proclamation d'Alexandrie, et qui est organisée par l'UNESCO en 2005, qui disait finalement que l'éducation aux médias doit permettre aux gens, sur tous les chemins de la vie, de chercher, d'évaluer, d'utiliser et de créer l'information pour des objectifs personnels, sociaux, professionnels et éducationnels. C'est dans cette ligne-là qu'on essaye de s'inscrire, à la fois en tant que praticien EMI, mais aussi en tant que chercheur sur l'éducation aux médias et à l'information. Alors je vais vous présenter juste un atelier, enfin un projet qu'on a fait d'éducation aux médias et à l'information. Depuis 2017, en fait, on a créé un site participatif d'information locale. On parlait beaucoup avec les collègues suisses et belges de
de l'idée d'ancrage local de l'information qui est importante pour crédibiliser aussi la posture journalistique et la fabrique de l'information. Et donc on a travaillé sur ce qu'on appelle les NEETs, là encore un anglicisme, désolé, donc des jeunes qui sont ni dans un processus d'éducation, ni dans un processus d'emploi, ni dans un processus de formation. Et on a travaillé avec ces jeunes-là pendant près de 2 ans. On a travaillé sur 6 ateliers différents, 21 jeunes en ont bénéficié. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ces jeunes âgés de 16 à 25 ans, ça représente presque 13% d'une classe d'âge, ce qui n'est pas rien. Et donc l'idée, c'est de les aider à produire de l'éditorial, de l'enquête, qui est publié sur ce site d'information participative. Et l'autre idée que l'on a, je vais juste le dire là, mais après je ne le réaborderai pas, c'est que cette éducation aux médias et à l'information est faite par 2 types d'encadrants, à la fois un journaliste en résidence, qui est, je crois, une spécificité française, c'est-à-dire que le ministère de la Culture permet de financer des résidences de journalistes comme on finance des résidences d'artistes dans des structures, et en l'occurrence, nous, à l'École publique de journalisme de Tours, mais aussi avec des étudiants de l'École publique de journalisme de Tours. L'idée, c'est que les étudiants, par leur implication dans l'éducation aux médias et à l'information, commencent à réfléchir sur leur propre pratique professionnelle. On s'est dit que c'était un moyen réflexif pour les étudiants, les MI, de travailler à avoir un recul sur leur propre pratique professionnelle. Donc Détour, c'est ce site pour témoignage de 2 articles sur un café des sports qui joue les prolongations dans un petit village, parce que c'est le dernier lieu, le dernier endroit où les gens se retrouvent et le café menace de fermer. Et donc c'est un milieu rural. Et donc il y a des jeunes qui ont voulu aller faire un reportage là-dessus pour la fermeture du dernier café de Sorigny, et finalement ils jouent un peu les prolongations en attendant de trouver quelqu'un pour la reprise. Et puis un autre sujet qui a été fait par ces jeunes-là, c'est les hommes et les femmes qui vivent dans la rue face à l'hiver. C'est une question que vous connaissez bien vous aussi ici au Québec et à Montréal. C'est aussi une question qui est dans l'espace public français, évidemment. Alors on a interrogé les bénéficiaires de ces ateliers de EMI 1 an après, pour savoir quels étaient les résultats, en quelque sorte. À quoi ont servi ces ateliers d'éducation, médias et d'information. On a interrogé les bénéficiaires, on a interrogé aussi des étudiants en journalisme autour de 3 grandes thématiques. Je ne vais garder que la deuxième sur les bénéfices retirés de l'éducation, médias et l'information. Alors, c'est des déclarations, je vais en prendre juste 1 ou 2. C'est une jeune qui a voulu faire un sujet sur la grossophobie, parce qu'elle-même en souffrait. Et elle disait, ce serait bien que dans les médias, on parle de grossophobie, parce que aucun média ne parle de grossophobie. Et c'était intéressant de travailler avec cette jeune, elle avait 19 ou 20 ans, parce qu'en fait, elle voulait témoigner elle-même de ce qu'elle rencontrait, et on a essayé de lui expliquer que dans une démarche journalistique, ce serait bien d'aller chercher d'autres témoignages, de prendre un peu ce recul par rapport à quelque chose qu'elle vivait dans sa propre chair, en quelque sorte. Et elle nous a remercié, finalement, après beaucoup de pleurs, après beaucoup de doutes, de l'avoir aiguillée sur cette idée que parler de soi, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt quand on est journaliste. Par contre, parler des autres qui sont face à une problématique, ça peut être beaucoup plus intéressant. Et elle s'en est parfaitement bien sortie dans cet exercice. Et puis, un autre témoignage d'un demandeur d'asile qui, lui aussi, a voulu faire un travail éditorial sur les demandeurs d'asile, sur la façon dont ils vivent l'attente d'une réponse de l'administration française. Et il nous a dit ceci qui était très intéressant. En allant interroger d'autres demandeurs d'asile, en allant interroger l'administration, il me dit, ils ont appris quelque chose, de la même manière que moi aussi j'ai appris quelque chose. Même moi, en tant que demandeur d'asile, j'ai une vision un peu différente des autres, mais le fait de sortir pour apprendre avec les autres, pour connaître leur histoire, même moi j'ai appris. Et donc on voit bien que cette idée d'éducation aux médias et à l'information permet justement cet empowerment, cette idée qu'on peut se reconstruire à travers un exercice de fabrique de l'information. D'autres micro-citations. Une autre qui nous dit « J'en suis ressortie beaucoup plus confiante, fière dans ce que j'avais fait ». Donc il y avait un gap qu'elle avait réussi à franchir entre le début de l'atelier où elle disait « Je ne sais rien faire » et la fin de l'atelier où elle avait appuyé sur « Publier ». Et là, il y avait une grande fierté pour elle d'être pendant 4 jours, finalement, d'avoir travaillé avec des journalistes. Et puis un autre qui nous dit aussi « Je me suis senti mieux dans ma peau ». Elle a une expression très drôle, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui n'écoutait personne.
hein. Comme tous ceux qui parlent beaucoup, hein. Et donc, elle a été confrontée à l'exercice de l'interview et elle nous a dit j'ai appris qu'il fallait que je me taise et que j'écoute les autres. Surtout lorsque tu interviews les gens, tu poses une question, tu laisses la personne répondre et après, éventuellement, tu rebondis si nécessaire. Et donc, elle a beaucoup travaillé sur elle-même, hein, sur l'idée que l'altérité, hein, c'est une approche essentielle dans l'exercice journalistique. Et puis, dernier témoignage, quelqu'un qui nous dit, après l'atelier, 1 an après l'atelier, je lis un peu plus la presse. Et pour nous, c'est une belle victoire, hein, parce que, nous dit-il, je sais déjà comment ils se sont battus, alors ils, les journalistes, hein, pour avoir des informations qui pourront changer notre regard envers la société. Donc, quand on a ce témoignage 1 an après, on se dit finalement qu'on n'a pas servi complètement à rien, et que même si c'est une personne, hein, au moins, la façon dont ils ont travaillé pour aller chercher l'information, pour vérifier l'information, pour mettre en forme ce qu'ils ont trouvé et puis pour publier, ça leur donne un regard différent sur les informations qui viennent à eux. Et donc, en soi, c'est déjà une première victoire. Et puis, le deuxième temps rapide, c'est Factoscope, hein, dont vous avez parlé, Patrick. Alors, on a créé Factoscope, c'est pareil, en 2017. C'est un site de ressources francophones pour mieux s'informer. On a plusieurs partenaires. On a CFI, hein, qui est un centre qui dépend du ministère des Affaires étrangères, avec qui on a créé Desinfox Afrique et Desinfox Sahel, notamment. On a Nothing to Hide, qui est une association à la fois de spécialistes de l'informatique qui travaillent beaucoup sur la sécurité informatique et sur l'OSINT, hein, et qui travaillent avec nous sur ce projet. On a l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, Pratique et ressources d'information et des médiations, et puis l'école publique dans laquelle je travaille. On a 4 types de ressources sur Factoscope. On a des articles de vérification des faits, hein. Au départ, Factoscope, c'est un travail de fact-checking. On souscrit aux 31 contraintes de l'IFCN. Hein. On travaille beaucoup d'ailleurs avec l'IFCN. On a des outils aussi à disposition publique. On a aussi des outils pédagogiques d'éducation média et l'information que l'on co-construit avec Nothing to Hide. Et puis on a aussi tout un volet recherche. On a notamment créé un faussoventaire. C'est tout ce qui est vrai sur le faux. Hein. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le faux et qui est vrai, vous pouvez le retrouver dans le faussoventaire. Et donc on a 4 missions essentielles autour de Factoscope. C'est renforcer la visibilité et l'usage des contenus médiatiques, sécuriser le travail des journalistes vérificateurs, parce que notamment en Afrique, on travaille beaucoup à ce que les rédactions se rassemblent pour pouvoir publier sur un site où les journalistes ne sont pas forcément nommés, hein, mais ils travaillent sur un collectif de vérification de l'information. C'est le cas notamment en RDC avec Congo Tchèque, sur lequel c'est un partenariat que l'on a monté avec CFI. Rassembler des outils fiables et éprouvés, à la fois en termes de travail de debunking, travail de fact-checking et travail d'éducation média et l'information, et démocratiser la vérification et l'éducation média et l'information. Donc voilà à quoi ressemble Factoscope. En bleu, c'est les pays avec lesquels on travaille, les pays dans lesquels les journalistes produisent des contenus de vérification de l'information pour Factoscope. On a déjà 9 médias de 7 pays africains différents qui travaillent sur Factoscope avec nous. On a des articles qu'on réédite, mais qui renvoient évidemment vers les médias originaux. L'idée, évidemment, c'est de mettre en avant le travail premier, hein, de ses confrères et de ses consoeurs africains et africaines. Et puis, on a des filtres de recherche croisés, hein, pour justement aller chercher du travail de vérification de l'information, à la fois sur des thématiques, sur des pays, sur des médias, même dans certains pays, et puis sur le niveau de véracité. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est imprécis? Est-ce que c'est douteux? Je vous parlais d'outils. Hein, on met en ligne beaucoup d'outils pour aider les gens à faire leur propre cheminement de vérification de l'information. Et puis, on a aussi beaucoup d'outils pédagogiques autour de l'éducation média et l'information, avec des cours qui sont prêts à l'emploi pour des durées très différentes, pour des niveaux très différents et pour des publics très différents. Et puis enfin, donc, toute un volet recherche, notamment sur le faux inventaire, hein, qui donne accès à des vraies sources sur le faux, avec une base de données un peu unique en son genre, sur laquelle on a travaillé pendant 3 ans autour d'un projet de recherche ANR, des références mises à jour et complétées, et un fonctionnement participatif. Voilà, merci pour votre attention. C'est très apprécié, merci.